Ma femme demande le divorce devant son amant. Elle ignore que je viens de racheter leur entreprise. Ma femme a apporté les papiers du divorce à mon bureau, pendant que son patron suffisant se tenait derrière elle. Ils ignoraient que, ce jour-là, j'avais hérité de plusieurs millions, ainsi que d'une participation majoritaire dans l'entreprise. J'ai tout signé. 90 jours plus tard, je suis entré dans la salle du conseil d'administration, en tant que nouveau président. Ils ont tous les deux pâli. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne, et dites-nous dans les commentaires depuis quelle ville vous nous regardez. Edison, ma femme, a posé les papiers du divorce devant moi, puis les a poussés sur le bureau. Signe-les. Nous avons tout décidé. Derrière elle se tenait Damian, mon patron. Et, comme je l'avais déjà deviné, son amant. Il arborait un sourire narquois, comme s'il était venu assister, en un seul geste, à la perte de ma femme, de ma maison, et de mon emploi. J'ai ouvert le dossier, j'ai lu chaque page, et j'ai pris un stylo noir. Edison s'attendait à une dispute. Damian s'attendait à ce que je craque. J'ai signé tout ce qu'elle m'avait apporté, j'ai reposé calmement le stylo sur le bureau, et je n'ai pas haussé le ton. Je n'allais pas supplier ma femme de rester. 8 ans de mariage se terminaient dans mon bureau, devant l'homme avec qui elle me trompait. Cela faisait mal, mais j'ai continué à lire attentivement les documents. Il n'y avait qu'une seule chose qu'ils ignoraient. Juste à côté d'eux, reposait une enveloppe scellée, contenant la confirmation d'un héritage. Le gestionnaire m'avait déjà annoncé l'essentiel. Il s'agissait de millions, et d'une participation dans notre entreprise. Comme je n'avais pas encore eu le temps de lire les documents précis, je n'ai rien expliqué. J'ai simplement demandé quand Edison viendrait récupérer ses affaires. Le sourire narquois de Damian s'est élargi. À ce moment-là, il était persuadé que tout était fini. Mais, au 90e jour, nous nous sommes retrouvés dans le même bureau. Et à cet instant, plus aucun d'eux ne souriait. À l'époque, j'ignorais combien de conversations banales, de refus, et d'audits, me séparaient de cette fameuse matinée. Je ne comprenais qu'une seule chose, me disputer au bureau ne servait à rien. Pour comprendre pourquoi je n'ai pas fait de scène, revenons au début de cette journée. Ce matin-là, j'ai posé mon mug à côté du clavier, et j'ai ouvert le tableau de suivi des approvisionnements, avant même que toutes les lumières du couloir ne soient allumées. C'est ainsi que commençait presque chacune de mes journées de travail. Je vérifiais les délais, les prix, ainsi que la quantité de pièces. Ensuite, j'appelais ceux qui avaient promis de livrer du métal pour lundi, mais qui commençaient à parler d'un retard dès le vendredi. J'avais 41 ans, et depuis 6 ans, je travaillais comme spécialiste des approvisionnements, dans une entreprise de fabrication privée à Murfreesboro, dans le Tennessee. Si je faisais une erreur sur une seule ligne, c'est toute une équipe de production qui pouvait se retrouver à l'arrêt. Si je faisais tout correctement, personne ne remarquait rien. À 8h30, j'ai repéré une anomalie dans le contrat des roulements. Le fournisseur avait augmenté le prix, même si, selon les termes signés, il n'en avait pas le droit avant l'automne. J'ai imprimé la page requise, je l'ai glissée dans un dossier de travail fin, et je me suis rendu à une réunion. Damian Hartwell était déjà assis en bout de table. Il avait 45 ans. Il dirigeait l'entreprise depuis 3 ans, et il aimait commencer les réunions sans ce qu'il jugeait sans importance. J'étais arrivé à l'heure, mais il a tout de même regardé sa montre. Enfin, le service des approvisionnements a décidé de se joindre à nous, a déclaré Damian, avachi dans son fauteuil. La réunion est prévue à 8h30, ai-je répondu, en m'asseyant. Il est 8h30 maintenant. J'ai posé le contrat devant moi, et j'ai attendu que la conversation aborde les dépenses. Damian a tapoté du doigt sur le tableau récapitulatif. Le mois prochain, nous devrons accepter de nouveaux prix. Les fournisseurs nous mettent la pression de toutes parts. Pas pour les roulements, ai-je rétorqué. Le prix est fixe jusqu'à l'automne. Le nouveau montant est apparu sur la facture par erreur. La différence est minime. C'est presque un mois de salaire pour un ouvrier, et ce n'est que pour une seule livraison. J'ai passé la page du contrat à Corliss Yacht, qui était assise à côté de moi. Elle était la secrétaire générale, et rédigeait les procès-verbaux de toutes les réunions importantes. Corliss a rapidement trouvé la bonne ligne, a ajusté ses lunettes, et a confirmé que les conditions n'avaient pas changé. Damian a pris la feuille, l'a parcourue du regard, puis l'a jetée sur la table. Très bien, Forum, passez-leur un coup de fil. Parfois, il est utile d'avoir un homme qui aime compter les boulons.
Je n'ai pas répondu. Pendant que Damien plaisantait, j'étais déjà en train de calculer nos réserves, en cas de retard. Vers la fin de la réunion, Damien a voulu accélérer l'achat de nouveaux équipements. L'un des propriétaires de l'entreprise n'avait pas encore envoyé son consentement écrit, et le PDG a suggéré de considérer son silence comme une approbation. Corliss a fermé son carnet. Ce n'est pas autorisé, a-t-elle déclaré calmement. Si une décision est prise par un propriétaire, ou un groupe de propriétaires en dehors d'une réunion, un document signé est exigé. Ensuite, je l'enregistre, et je l'inscris dans le registre des décisions. Nous sommes une entreprise privée, pas un tribunal, a lâché Damien avec irritation. C'est précisément pour cela, que la procédure est particulièrement importante. Nous n'avons pas d'assemblée publique qui puisse corriger une erreur de manière rétroactive. Nous attendrons donc le document. Oui, la décision écrite doit d'abord entrer en vigueur. Damien a fait un geste de la main, et a changé de sujet. Cette discussion sur les propriétaires était bien loin de mon travail, mais je me suis souvenu des mots de Corliss, d'abord le document, ensuite l'autorité. Après la réunion, Corliss m'a dit que j'avais encore réussi à faire des économies à l'entreprise. Je suis retourné à mes approvisionnements. Le téléphone sur mon bureau clignotait. Edison m'avait envoyé un message, pour me prévenir qu'elle rentrerait encore tard le soir, à cause d'un client. Nous étions mariés depuis 8 ans. Nous n'avions pas d'enfants. Autrefois, je rentrais le premier, et Edison m'appelait sur le trajet, pour me demander si elle devait acheter quelque chose pour le dîner. J'avais acheté la maison, avec sa pelouse et son garage pour 2 voitures, 2 ans avant le mariage. Plus tard, Edison a garé sa berline à côté de mon pick-up, mais j'avais versé la compte de la maison avant notre rencontre. Nos comptes bancaires étaient presque séparés. Chacun de nos salaires allait sur un compte personnel, et nous virions de l'argent sur un compte commun, pour la maison et les économies. Depuis quelques semaines, ma femme avait commencé à rester tard après le travail, de plus en plus souvent. Elle posait son téléphone face contre table, et s'isolait dans le garage pour répondre aux appels. Au début, je n'en ai tiré aucune conclusion hâtive. Edison était responsable des relations clients, et les réunions faisaient partie de son travail. Mais, désormais, il n'y avait plus de rapport à rédiger à la maison, et elle rentrait de plus en plus tard. Ce soir-là, j'ai réchauffé mon dîner seul. Edison est rentrée, alors que l'assiette avait déjà refroidi pour la 2e fois. Elle a posé ses clés sur l'étagère, et s'est dirigée vers les escaliers. « Tu vas manger ?» ai-je demandé. « J'ai dîné avec un client, le même qu'hier. » Elle s'est arrêtée sur la première marche. « Qu'est-ce que ça veut dire ?» C'est une simple question. Tu rentres tard 2 soirs de suite. Nous avons un contrat important. Damien m'a demandé de m'occuper personnellement de ce client. Le nom du patron est sorti trop vite, comme si ma femme avait préparé son explication à l'avance. Quel client, ai-je demandé. Randall, je suis fatigué. Ne me fais pas subir un interrogatoire, après une journée de travail de 12 heures. Elle est montée à l'étage. Je n'ai pas exigé d'aveu sans avoir de fait. Cependant, je n'allais plus faire comme si de rien n'était. Quelques jours plus tard, mon téléphone a émis un petit bip, pendant que j'étais assis au bureau, en train de vérifier des demandes. C'était une notification de notre banque commune. De l'argent avait été débité de notre carte conjointe, pour un hôtel en dehors de la ville. Le montant n'était pas assez important pour que la banque bloque le paiement. Néanmoins, l'application demandait de confirmer cet achat inhabituel. Il y avait un reçu sur l'application bancaire, une chambre pour 2, une nuit, et un départ tardif. Edison avait la carte, et ma femme avait qualifié ce voyage de réunion client. Je l'ai appelée. Elle a décroché après quelques sonneries, et le bruit de fond était inhabituellement silencieux. Nous avons un prélèvement pour un hôtel, ai-je dit. Es-tu au courant? Bien sûr. Je payais la chambre d'un client. La comptabilité remboursera l'argent plus tard. Pourquoi utiliser notre carte commune? La carte d'entreprise n'est pas passée. N'en fais pas toute une histoire. Je remplirai la paperasse. Quel est le nom du client? Cette fois, la pause fut plus longue. Je ne peux pas parler pour le moment. Je suis en réunion. Ma femme a raccroché. J'ai confirmé à la banque que la carte n'avait pas été volée, et j'ai sauvegardé le reçu. Je devais agir en me basant sur les faits, et non sur la colère. Le soir venu,
j'ai ouvert notre calendrier familial, auquel nous avions tous les deux accès depuis toujours. Edison y inscrivait elle-même ses dîners d'affaires. Le jour du paiement de l'hôtel, il y avait une entrée, réunion avec Damien Hartwell. L'heure correspondait au reçu. À 2 autres dates où elle était rentrée tard, les mêmes initiales figuraient. 8 ans de mariage ne disparaissent pas à cause d'une seule ligne, mais cela expliquait les retours tardifs, le téléphone retourné, et l'irritation face à de simples questions. J'ai fait une capture d'écran de l'entrée, et je l'ai sauvegardée avec la notification bancaire. Je n'avais rien piraté, je n'avais pas espionné ma femme, et je n'avais pas touché à son téléphone. Plus tard, j'attendais de nouveau Edison dans la cuisine. Lorsqu'elle est entrée, elle n'a pas retiré son sac de son épaule. « Pourquoi es-tu encore debout à m'attendre ? Je t'avais dit que je rentrerais tard avec Damien. » Ses doigts se sont figés sur la lanière de son sac, juste une seconde, mais j'ai obtenu ma réponse avant même ces mots. « Nous avons un client commun, » a déclaré Edison. « Je vois. » « Que vois-tu, au point de ne pas vouloir répondre directement ? » Ma femme s'est dirigée vers l'évier, et s'est versé de l'eau. « Et tu as payé, avec notre carte, une chambre pour 2, ai-je ajouté. J'ai déjà expliqué que c'était une dépense professionnelle. Alors, la comptabilité le confirmera facilement. Je ne lui ai pas montré la capture d'écran du calendrier. Si ma femme avait décidé de mentir, une dispute dans la cuisine n'y aurait rien changé. « Je suis fatiguée », a-t-elle finalement dit. Parlons-en plus tard. Très bien. Elle s'attendait à ce que je crie, mais je l'ai laissé passer. Le matin, Edison est parti avant moi. J'ai fait une copie du relevé bancaire, j'ai imprimé l'entrée du calendrier, et j'ai rangé ces papiers dans un placard de la maison. La contre-attaque de ma femme est arrivée rapidement. Le mardi 28 juillet 2026, je suis arrivé au bureau un peu avant 8 heures. Un nouveau lot de contrats se trouvait sur mon bureau. L'atelier attendait la confirmation de 2 expéditions. J'ai allumé mon ordinateur, ouvert la première page, et commencé à marquer les lignes qui devaient être vérifiées. Edison ne m'avait pas dit au revoir le matin. Son côté du placard était vide, et sa trousse de maquillage avait disparu de la salle de bain. Je n'ai pas appelé. Vers 10 heures, le téléphone sur mon bureau a sonné. L'écran affichait le nom de Gwen Eldridge, la gestionnaire du fonds familial de mon défunt oncle maternel. Nous ne nous étions parlé que quelques fois, depuis sa mort. Gwen ne signalait toujours que ce qu'elle pouvait confirmer, avec des documents à l'appui. « Randall, êtes-vous dans votre bureau ?» a-t-elle demandé en guise de salutation. « Oui, dans mon bureau. Je suis en bas. Je dois vous remettre un paquet scellé, et obtenir votre signature pour la réception. » Que s'est-il passé ? La vérification est terminée. Vous êtes officiellement confirmé comme l'héritier final des actifs du fonds. L'héritage est évalué à des dizaines de millions d'euros, et sa partie principale est une participation majoritaire, avec droit de vote, dans l'entreprise où vous travaillez. Je me suis redressé sur ma chaise. Notre entreprise. Oui. Les montants exacts et les procédures se trouvent dans le paquet. Tant que le transfert n'est pas enregistré, le nom de l'héritier n'est pas divulgué à l'entreprise, ni à d'autres tiers. Je monte. 1 minute plus tard, elle entrait dans mon bureau, avec une épaisse enveloppe scellée. Gwen avait 58 ans, et elle avait toujours l'air d'avoir déjà vérifié chaque page qu'elle transportait. Elle a placé un court reçu devant moi. La signature signifie uniquement que vous l'avez reçu, a expliqué la gestionnaire. Ouvrez le paquet vous-même, sans témoin. Ensuite, appelez-moi, ainsi que votre avocat. Pourquoi tant de précautions ? Parce que l'entreprise est privée, et que le transfert d'une telle participation exige un enregistrement très précis. J'ai regardé l'enveloppe. Mon nom complet y figurait, et le bord était scellé avec une bande sombre. Qui d'autre est au courant ? Moi, l'avocat externe du fonds, et les personnes qui ont achevé la vérification. Pour l'instant, l'entreprise n'a vu que le fonds, en tant que propriétaire. J'ai signé le reçu, je l'ai rendu à Gwen, et j'ai rangé l'enveloppe dans le tiroir du haut de mon bureau. Ne mélangez pas ces documents avec vos comptes familiaux, a-t-elle ajouté sur le pas de la porte. Et ne promettez rien, avant d'avoir parlé avec un avocat. Compris. Gwen est partie. J'ai verrouillé le tiroir. Exactement 20 minutes plus tard, la porte de mon bureau s'est ouverte sans qu'on y frappe. Edison est entrée la première.
Elle portait un chemisier clair et un pantalon sombre. Derrière elle se tenait Damian, dans un costume gris sans cravate. Le patron a fermé la porte, et est resté près de celle-ci, comme s'il était venu observer une réunion organisée à l'avance. Ma femme a posé un dossier gris sur mon bureau. Nous devons en finir rapidement, a-t-elle dit. Je n'ai pas touché au dossier. En finir avec quoi, exactement? Notre mariage. Les mots sont sortis calmement. Apparemment, Edison les avait répétés. J'ai déplacé mon regard vers Damian. Le PDG assiste-t-il désormais aux discussions familiales? Je suis ici pour la soutenir, a-t-il répondu. Un petit sourire narquois est apparu sur son visage. Damian était déjà au courant du divorce, alors que ma femme ne m'en avait pas dit un mot. Cela signifiait qu'il n'y avait plus aucun doute quant à l'identité de la personne figurant dans le calendrier. Edison a rapproché le dossier. Signe-le. Nous avons tout décidé. Qui ça, nous? Ne complique pas les choses, Randall. Nous menons des vies séparées depuis longtemps. Je suis fatigué d'un homme pour qui tout se résume à des feuilles de calcul. Avec Damian, j'aurai une vie différente. Je viens tout juste de l'apprendre. Ma femme a détourné le regard. Damian est resté debout près de la porte. Le dossier contenait une demande de divorce, un accusé de réception, et un accord de règlement. Qui a préparé cet accord, ai-je demandé. Un avocat, a répondu Edison. Le tien? Ce sont des conditions standards. Tu gardes la maison, même si nous y avons vécu ensemble pendant 8 ans. Je l'ai acheté 2 ans avant le mariage. Damian a eu un petit rire, mais sans sourire. Forum, ne transforme pas cela en un audit de fournisseur. Edison t'offre une porte de sortie pacifique. J'ai levé les yeux. Vous êtes tous les deux entrés dans mon bureau, vous m'avez mis un divorce sous le nez, et vous me pressez de signer. C'est vous qui avez besoin que cela se passe de manière pacifique. Damian a fait un pas vers le bureau, mais Edison l'a arrêté d'un geste. Nous ne voulons pas faire de scandale, a dit ma femme. Je vais récupérer mes affaires aujourd'hui. J'ai un endroit où vivre. Avec lui, ai-je demandé. Elle n'a pas répondu. Oui, a répondu Damian. Ça ne te regarde plus. J'ai eu envie de les jeter dehors tous les deux, mais j'ai de nouveau regardé l'accord. La colère passe, la signature reste. Le compte commun est-il listé dans son intégralité ici, ai-je demandé. 42 000 euros, divisés chacun à parts égales, a répondu Edison. Le reste est séparé. La berline est à mon nom. Le pick-up est au tien. Aucune dette sur les cartes conjointes après la séparation. Non. La maison, et tout ce qui m'appartenait avant le mariage, reste à moi, sans réclamations ultérieures. Oui, c'est écrit dedans. J'ai lu chaque page. J'ai sorti un stylo noir. J'ai d'abord signé le reçu pour les papiers, puis l'accord, aux endroits indiqués. Ma femme regardait la pointe du stylo, comme si elle craignait que je m'arrête. J'ai reçu les papiers, ai-je dit, avant de refermer le dossier. Et c'est tout, a demandé Edison. Que voulais-tu entendre? Va donc récupérer tes affaires comme tu l'as prévu, ai-je dit. Garde les clés de la maison pour l'instant. Je ne changerai rien, avant d'avoir parlé à un avocat. Elle s'était clairement attendue à de la résistance, et, à présent, elle ne comprenait pas mon calme. Tu ne vas pas contester l'accord? Tu as ma signature. Damian a ouvert la porte. Bien. Demain, tout le monde se remet au travail. Je l'ai regardé, et je n'ai rien dit. Dans le tiroir du haut, à moins d'1 mètre de sa main, reposait l'enveloppe scellée. Damian n'en savait rien, et Edison non plus. Ils sont partis ensemble. J'ai rangé une copie de l'accord dans mon sac de travail, glissé le stylo dans une poche latérale, et laissé l'enveloppe dans le tiroir verrouillé, jusqu'à la fin de la journée. Ensuite, j'ai finalisé 2 expéditions urgentes. Le soir venu, je suis rentré chez moi, et j'ai vu que le garage était ouvert. Edison transportait des cartons vers sa berline, selon son propre plan. Je n'ai pas changé les serrures, je n'ai pas caché ses affaires, et je ne me suis pas mis en travers de son chemin. Je ne prends pas les appareils de cuisine, a-t-elle dit en passant devant moi. Juste mes vêtements, et mes effets personnels. D'accord, je récupérerai le reste plus tard, à partir d'une liste. Envoie la liste à ton avocat.
Edison a posé un carton dans le coffre, et s'est redressé. Tu as déjà trouvé un avocat. C'est fait. Ce fut rapide. Tu as apporté le divorce sur mon lieu de travail. Je n'avais aucune raison de traîner. 10 minutes plus tard, la berline est sortie du garage. La maison ne semblait pas étrangère, juste inhabituellement silencieuse. J'ai fermé le garage, et je suis allé dans la cuisine. Tout d'abord, j'ai appelé Sénat Belmont. C'était une avocate spécialisée en divorce, dont j'avais trouvé le numéro le matin même, après le départ d'Edison. C'est elle qui a décroché. Sénat, je m'appelle Randolph Forum. Ma femme m'a remis les papiers du divorce aujourd'hui. J'ai tout signé, et je veux en comprendre les conséquences. Avez-vous une copie? Oui. La maison a été achetée avant le mariage. Les comptes sont presque séparés. Les économies communes sont divisées en deux. Aucun enfant. Ne signez rien d'autre aujourd'hui, et ne transférez pas d'argent, a conseillé l'avocate. Ne changez pas non plus les serrures. Apportez l'accord, les documents de la maison, et un relevé du compte commun, demain matin. Il y a autre chose. Aujourd'hui, j'ai reçu un paquet d'un fonds familial. Un silence s'est installé à l'autre bout du fil. L'avez-vous ouvert? Pas encore. Ouvrez-le maintenant. Ne mettez pas ces documents à côté de vos papiers bancaires conjoints, et ne déposez rien sur un compte familial. Ensuite, dites-moi simplement de quel type d'actif il s'agit. Nous examinerons les détails demain. J'ai sorti l'enveloppe scellée de mon sac de travail. À présent, le danger de ma signature sur l'accord dépendait de son contenu. J'ai découpé l'enveloppe avec un couteau de cuisine. À l'intérieur se trouvait le rapport de la gestionnaire, une lettre de l'avocat externe, et plusieurs pages énumérant les actifs. Les premières lignes concernaient des comptes en espèces, ainsi qu'une part dans le fonds familial. La valeur totale de l'héritage s'élevait à 38 millions d'euros. J'ai relu le montant 2 fois, puis j'ai tourné la page. La partie principale de l'héritage était constituée de 56% des actions avec droit de vote, de l'entreprise de fabrication privée où je travaillais depuis 6 ans. La participation majoritaire avait auparavant appartenu au fonds de mon oncle. Une fois l'enregistrement terminé, elle devait m'être transférée, en tant qu'héritage personnel. J'ai regardé l'espace vide dans le garage, visible depuis la cuisine, puis le dossier gris, et enfin les documents du fonds. 20 minutes séparaient ces deux nouvelles. Ma femme pensait quitter un employé ordinaire, et je venais de recevoir la participation majoritaire dans l'entreprise de son amant. J'ai repris le téléphone. Sénat, ai-je dit lorsque l'avocate a répondu, demain, nous allons devoir séparer un divorce, d'un très gros héritage. Gros comment? Des dizaines de millions, et le contrôle de l'entreprise où travaille ma femme, et son patron. L'avocate n'a posé aucune question au téléphone. Gardez les originaux séparés, et ne divulguez pas les détails à des tiers. Je vous attends à 9 h du matin, avec l'accord et l'enveloppe. J'ai remis les documents à leur place, je les ai enfermés dans le placard de la maison, et j'ai posé le dossier gris à côté, en veillant à ne pas mélanger les papiers. Ensuite, j'ai préparé des copies du relevé bancaire, et du titre de propriété de la maison. Le lendemain matin, je devais découvrir exactement ce que j'avais signé, et quel pourrait être mon premier coup. Tout d'abord, séparons le divorce de l'héritage, a déclaré Sénat, en tirant vers elle une copie du dossier gris. Le mercredi 29 juillet au matin, j'étais assis en face de l'avocate, dans une petite salle de conférence. À l'extérieur, la chaleur estivale était étouffante, tandis que dans la pièce, un climatiseur bourdonnait. Sur la table se trouvaient les papiers d'Edison, les documents de la maison, et la lettre du fonds familial. J'avais soigneusement copié tout ce qui se trouvait dans l'enveloppe scellée, et j'allais remettre les originaux à l'avocat du fonds. Sénat a lu lentement, sans poser de questions inutiles. Elle est allée droit au but. Nous devions comprendre ce que j'avais déjà signé, et ce qui m'appartenait désormais en propre. La berline reste avec Edison. Le compte commun est divisé à parts égales. La maison vous reste. Est-ce bien ce que vous avez signé, a demandé l'avocate. Oui. Elle a tout préparé, comme si elle voulait mettre fin au mariage en un seul jour. Et vous n'avez pas protesté? Je n'en voyais pas l'intérêt. Sa voiture, et la moitié de l'argent commun, lui appartiennent vraiment. Sénat a levé les yeux, et a dit, c'est raisonnable, mais le divorce n'est pas encore définitif.
Vous n'avez pas d'enfant, mais le tribunal respectera tout de même un délai d'attente obligatoire. Ce n'est qu'ensuite qu'il approuvera l'accord. Jusqu'à la décision du tribunal. L'une ou l'autre des parties peut tenter de modifier les conditions. Edison essaiera, si elle découvre l'existence de l'héritage. Presque certainement. J'ai poussé le contrat d'achat, le relevé de l'acompte, et d'anciens papiers bancaires vers elle. Sénat a vérifié les dates, et a tapoté son ongle sur la première page. La chronologie est bonne. Le pick-up, et votre part personnelle du compte de retraite, sont également confirmés. Mais j'ai besoin de documents sans aucune lacune. Je les rassemblerai aujourd'hui. Et ne payez pas les dépenses familiales à partir du compte où l'héritage sera déposé. Ne mélangez pas l'argent. Aucun transfert vers le compte commun. Aucune réparation de la maison avec les fonds de l'héritage. Et aucun cadeau à votre femme, à partir de celui-ci. Je n'avais pas l'intention de lui faire de cadeau. Il ne s'agit pas de sentiments en ce moment, Randall. Il s'agit de la trace de l'argent. J'avais vérifié suffisamment de contrats de fournisseurs, pour connaître le coût d'une seule ligne incorrecte. J'ai remis la pile en ordre, et je suis revenu aux affaires. Les montants et les parts correspondent à la lettre du fonds, ai-je dit. La partie principale de l'héritage, ce sont des actions dans l'entreprise où je travaille. L'expression de Sénat n'a pas changé. Elle a simplement posé son crayon. En avez-vous parlé à Edison? Non. Ni à Damian. Vous ne pouvez rien cacher. Mais, jusqu'à l'enregistrement, vous ne devez pas agir en tant que propriétaire. Ne mélangez pas l'héritage avec les biens matrimoniaux. Donc, sa signature sur l'accord n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est l'origine des actifs. Et votre femme a déjà accepté, par écrit, la répartition proposée. Sénat a pointé la ligne correspondante. La signature d'Edison la maintenait dans les limites de sa propre proposition. Que dois-je faire aujourd'hui, ai-je demandé. Ouvrez un compte séparé pour les fonds de l'héritage, si la gestionnaire vous indique qu'il y aura des transferts d'espèces. Remettez les originaux à l'avocat externe. Rassemblez l'historique complet de votre pick-up, et de votre compte de retraite. Et ne signez rien d'autre sans moi. Et dois-je aller au travail comme d'habitude? Pour l'instant, oui. Au travail, vous restez un employé ordinaire. Vous exercerez vos droits de propriétaire séparément, et uniquement selon les règles. J'ai rangé les papiers dans mon sac. À présent, chaque document devait arriver à la bonne place, sans la moindre faille. Signer le registre des visiteurs, a demandé l'assistant de la gestionnaire une semaine plus tard, en pointant une ligne libre. Le mardi 4 août, je suis arrivé au bureau du fonds familial. Une épaisse pile de documents reposait au milieu de la table. L'avocat externe était assis à côté de Gwen. Gwen a attendu que la porte se ferme. Avez-vous apporté les originaux? Oui. Je lui ai tendu les documents de l'enveloppe. La gestionnaire a vérifié les sceaux et les signatures, puis a remis les papiers à l'avocat. Il n'a pas précipité les choses. Il a vérifié page après page, comparant les dates, et prenant de brèves notes sur une feuille séparée. Commençons par ce qui s'est déjà produit, a déclaré Gwen. Après le décès de votre oncle, le fonds était tenu de vérifier les conditions du transfert. Cette vérification est terminée. Vous êtes l'héritier final. Et la direction de l'entreprise n'en savait rien. Non. Damian et les autres cadres n'ont vu que le fonds, en tant que propriétaire. L'identité de l'héritier a été légalement gardée confidentielle, jusqu'à l'enregistrement du transfert. Quand la direction sera-t-elle informée? L'avocat externe a secoué la tête. Pas par le biais des registres juridiques de l'entreprise. Après l'enregistrement, les informations changeront. Mais jusque-là, le PDG n'a pas le droit d'exiger que le fonds divulgue l'héritier final. Damian me considérait comme un simple spécialiste des approvisionnements, et le fonds demeurait, pour lui, le propriétaire sans visage de la participation majoritaire. Après l'enregistrement, pourrais-je licencier Damian? Non, a répondu l'avocat calmement. Et n'essayez pas. Expliquez-moi. Après l'enregistrement, vous pourrez modifier la composition du conseil d'administration, par résolution écrite, dans les limites des statuts. Les administrateurs éliront eux-mêmes le président. Vous ne pouvez pas non plus renvoyer le PDG d'un simple coup de téléphone. Pour des infractions. Il vous faut des faits, des notifications, et lui donner l'occasion de se défendre.
Il faut donc d'abord que je vérifie les statuts. Nous sommes déjà en train de les vérifier, a précisé Gwen. Vos droits prendront effet après l'enregistrement. En attendant, je restais un employé, et je n'interférais pas dans le travail quotidien de la direction. Senna s'occupait du divorce, et toute action en tant que propriétaire devait être dissociée de mon bureau d'approvisionnement. Damian est aux commandes de l'entreprise en ce moment, a repris l'avocat. Vous ne devez pas donner d'instructions au service, ni exiger de correspondance interne, ni emporter de documents de votre lieu de travail. Tout ce dont un propriétaire a besoin, doit être demandé par les voies légales. Si des documents disparaissent, la responsabilité incombera à celui qui les aura détruits. Votre tâche est de ne lui fournir aucun prétexte pour vous accuser de vol, ou de pression. J'ai de bonnes raisons d'exiger un audit des dépenses, ai-je dit. Edison a fait passer des voyages avec Damian pour des rendez-vous clients. J'ai vu la notification bancaire pour une chambre double, et l'entrée dans le calendrier familial ouvert. L'avocat a levé les mains. C'est suffisant pour que vous tiriez vos propres conclusions sur leur liaison. Ce n'est pas suffisant pour tirer une conclusion sur les dépenses de l'entreprise. Un calendrier familial ne prouve rien à la comptabilité. Je comprends. Après l'enregistrement, commandez un audit indépendant des états financiers. L'auditeur recevra les documents de manière officielle, et vous ne les chercherez pas vous-même. Je n'en avais pas l'intention. À la fin de la conversation, la marche à suivre était claire. D'abord les droits de propriété, ensuite un audit, puis une décision conforme au règlement de l'entreprise. Lorsque je me suis levé, l'avocat externe a refermé le dossier contenant les copies. Jusqu'à l'enregistrement, ne révélez à personne la taille de votre participation. Même l'avocat de votre femme devra obtenir ses réponses par l'intermédiaire de Senna. Sur le parking, j'ai envoyé un message à Senna, pour lui dire que le fonds avait confirmé la nature personnelle de l'héritage, et avait entamé l'enregistrement. Le poste de PDG se dressait toujours entre Damian et moi, mais je savais désormais où s'arrêtaient ses pouvoirs. Le transfert est enregistré, a annoncé Gwen par téléphone, le mardi 11 août. J'étais chez moi, à la table de la cuisine, en train de préparer un contrat de fournisseur pour ma journée de travail. L'avocat externe a confirmé votre autorité en tant que propriétaire, a poursuivi la gestionnaire. Vous pouvez commander un audit indépendant, mais la formulation doit porter sur les états financiers et les dépenses, et non sur la vie privée du PDG. Ce qui m'intéresse, c'est l'argent de l'entreprise. Alors venez. L'auditeur sera là. Peu de temps après, j'étais de nouveau assis dans le bureau du fonds. Cette fois, un spécialiste en audit indépendant se trouvait en face de moi. Il parlait simplement, et a tout de suite fixé les limites. Je vérifierai les dépenses de la direction, et du service des relations clients, pour la période requise, a déclaré l'auditeur. Je demanderai les factures, les rapports de déplacement, les confirmations de réunion, ainsi que les registres du cabinet d'expertise comptable externe. Vous ne choisirez pas les documents que j'examine. C'est exactement ce que je veux. Vous ne me direz pas non plus quelle conclusion en tirer. La conclusion doit découler des documents. L'avocat a placé la directive du propriétaire devant moi. Elle ne mentionnait pas le nom d'Edison en tant que ma femme, et ne disait pas un mot sur leur liaison. L'audit concernait des frais de représentation suspects. Il ne me donnait pas le droit de m'ingérer dans les opérations quotidiennes de l'entreprise. Toutes les demandes passeraient par l'auditeur indépendant, selon la procédure établie. Damian sera-t-il mis au courant, ai-je demandé. Il recevra des demandes de documents, a répondu l'auditeur. Mais je ne divulguerai pas le nom du propriétaire ultime, au-delà de ce qui figure déjà dans les registres de l'entreprise. Et je ne discuterai pas de votre situation familiale avec lui. Il pourrait refuser. Il pourrait retarder ses réponses, et donner des explications. Cela laisse aussi des traces. J'ai signé la directive. L'auditeur a ouvert un dossier d'audit, et y a glissé la première copie. Un dossier simple, une feuille simple. Mais, à partir de cet instant, Damian ne pourrait plus réduire cette affaire à une vulgaire querelle avec un mari trompé. L'audit était initié par l'actionnaire majoritaire. Il était mené par une personne indépendante, et les faits devaient provenir des registres comptables, et non de mon bureau. Encore une chose, a ajouté l'avocat externe. Tant que l'audit n'est pas terminé, ne rencontrez pas de témoins potentiels seul à seul, et ne leur demandez pas de confirmer votre version. Pas même avec Corliss, et surtout pas avec la secrétaire générale. Si elle a vu quelque chose,
l'auditeur lui parlera. Corliss traitait les décisions de la direction, et voyait les rapports avant les réunions. Elle m'avait prévenu que Damian aimait donner des ordres importants verbalement. Je ne l'approcherai pas, ai-je dit. Ainsi, l'audit restera incontestable, a conclu l'auditeur. Le résultat était encore loin, mais je ne dépendais plus des aveux d'Edison, ou des mots de Damian. Le téléphone a sonné dans la soirée, alors que je rangeais les documents de la maison dans une boîte séparée. Tu as engagé un avocat contre moi, a lancé Edison, en guise de salutation. J'ai engagé une avocate pour le divorce. Sénat a envoyé une lettre à ton représentant. Tu prétends que la maison t'appartient entièrement. Tu as signé l'accord. Je l'ai signé sans connaître l'existence de l'héritage. Damian avait donc déjà vu mon nom dans les registres de l'entreprise, et lui avait parlé de l'héritage. Ça change tout. Tu m'as laissé signer les papiers, en cachant des dizaines de millions. Tu as apporté les papiers toi-même. Un silence s'est fait à l'autre bout du fil. Puis, Edison a soupiré fortement dans le téléphone. Je révoque mon consentement. Mon avocat exigera d'inclure les actions dans le partage, et de recalculer les actifs. Adresse tes demandes à Sénat. Tu ne veux même pas parler de ce que vient faire ta part dans l'héritage de mon oncle, ou des raisons pour lesquelles Damian se tenait derrière toi. Ne mélange pas tout. Mon avocat s'occupe déjà de ça. Edison a haussé le ton, mais je ne lui ai pas rendu l'appareil. Elle a qualifié l'accord d'injuste, et a promis de prouver la fraude au tribunal. Fais-le par l'intermédiaire de ton avocat, ai-je répondu, avant de mettre fin à l'appel. Pendant 8 ans, cette voix avait résonné dans ma maison, et maintenant, ma femme ne parlait plus que de dizaines de millions. J'ai fermé la boîte contenant les documents, je l'ai rangée dans le placard de la maison, et j'ai appelé Sénat. Oui, elle veut annuler l'accord, ai-je rapporté. Son représentant a déjà envoyé une mise en demeure, a répondu l'avocate. Ils affirment que la signature a été obtenue, sans une divulgation complète du patrimoine. Or, au moment de la signature, le transfert des actions n'avait pas encore été enregistré. L'héritage de votre oncle est un bien personnel. Il n'a pas été acheté avec l'argent de la famille. Et ne vous a pas été transféré à tous les deux. Je vais joindre les documents justificatifs. L'argent commun reste divisé à parts égales. Oui, la totalité des 42 000 euros. Nous ne la privons pas de sa part légale, et nous ne modifions pas les conditions concernant la berline. C'est important. Que se passe-t-il ensuite? Je répondrai par écrit. Si Edison va vraiment au tribunal avec une nouvelle plainte, elle sera confrontée au même ensemble de dates et de sources. En attendant, ne vous disputez pas directement avec elle. Le lendemain, l'avocate a envoyé une réponse, accompagnée des documents. Ma femme essayait d'élargir les limites de la séparation de biens, mais elle se heurtait à sa propre signature. Dans la soirée, un court message est arrivé d'Edison, ce n'est pas encore fini. J'ai sauvegardé le message, avec le reste de la correspondance. J'attendais maintenant le coup de Damian. Votre badge n'est pas valide, a déclaré l'agent de sécurité, en passant une nouvelle fois la carte sur le lecteur. Le mardi 18 août au matin, le voyant rouge a clignoté pour la deuxième fois. J'étais venu travailler comme d'habitude. Mon sac contenait des contrats de fournisseurs, et mon badge de travail était dans ma main. Le vigile a regardé l'écran d'un air gêné. Il est écrit ici, que l'accès est suspendu par ordre de la direction. J'appelle la secrétaire générale. Il a composé un numéro interne. Une minute plus tard, Corliss est sortie du couloir. Elle tenait un dossier contre sa poitrine, et marchait plus vite que d'habitude, mais elle s'est arrêtée au niveau du comptoir. Randall, ils vous ont envoyé une lettre, a-t-elle dit doucement. Damian a programmé un appel. Pourquoi mon badge est-il désactivé? Corliss a regardé le vigile. L'ordre indique que c'est en attendant la résolution d'un conflit d'intérêts. Quel conflit, exactement? Je ne peux pas en discuter ici. Elle parlait avec prudence, et n'a à aucun moment qualifié cette décision de juste. J'ai remarqué que les doigts de Corliss ne cessaient de déplacer le bord du dossier, comme si elle avait peur de le lâcher. Très bien, ai-je dit. Je n'entrerai pas sans autorisation. Je garde le badge. Ils ne m'ont pas demandé de le rendre. J'ai rangé la carte dans mon portefeuille. Damian avait désactivé mon accès, mais ne m'avait ni licencié, ni confisqué mon matériel de travail. Il voulait me maintenir à l'écart,
tout en présentant cela comme une mesure temporaire. Je suis retourné à mon pick-up, et j'ai rejoint l'appel programmé depuis mon téléphone. Damien était assis dans son bureau, devant une pile de documents. « Tu as dissimulé un conflit d'intérêts ?» a-t-il commencé. « Quel conflit ? Tu es un employé du service des approvisionnements, et simultanément l'actionnaire majoritaire. » Juste après, un audit sur les dépenses de la direction a commencé. Tu utilises ta position d'actionnaire pour une vengeance personnelle. L'audit est mené par un auditeur indépendant, ai-je répliqué. Sur ta directive. Une directive légale de la part du propriétaire. Damien a reculé de sa table. Ne te cache pas derrière des mots. Tu es contrarié à propos d'Edison, et tu as décidé de frapper l'entreprise. Si les dépenses de l'entreprise sont propres, l'audit le confirmera. En attendant, tu es suspendu de l'accès aux locaux, et aux systèmes internes. Je ne te laisserai pas sortir des documents. Je n'ai rien sorti. Nous verrons bien. Je ne me suis pas justifié, et j'ai demandé, suis-je licencié ? Damien a hésité. Non. Jusqu'à ce que l'évaluation interne soit terminée, tu travailleras à distance, sur les tâches qui te seront assignées. Envoyez l'ordre par écrit. Corliss s'en chargera, et inclura également le motif de la suspension d'accès. Tu t'es habitué trop vite à tes nouvelles actions. Je suis habitué aux documents précis. Damien a mis fin à l'appel le premier. Quelques minutes plus tard, l'ordre est arrivé. Il ne m'accusait pas de vol ou d'infraction, mais évoquait seulement un conflit d'intérêts potentiel. Mon poste était conservé, l'accès était désactivé, et l'on me promettait de m'assigner des tâches séparément. J'ai fait suivre le document à l'avocat externe, et à l'auditeur. N'essayez pas d'entrer dans le bâtiment, a conseillé ce dernier. N'exigez pas le rétablissement de l'accès en tant qu'employé. Gardez le badge et l'ordre. L'audit se poursuivra sous l'autorité du propriétaire, et non via votre bureau de travail. Damien prétendait que je me vengeais pour ma femme. C'était exactement pour cela que nous avions retiré l'historique familial de la directive, dès le début. Que le PDG réponde donc aux questions sur les dépenses. Peut-il arrêter l'audit, ai-je demandé. Non, il peut s'en mêler. Ce sont deux choses différentes. À travers les portes vitrées, j'ai aperçu Corliss au bureau de la sécurité. Damien l'avait déjà obligé à traiter ma suspension. Je ne pouvais pas l'approcher. Le patron aurait transformé la moindre conversation en une accusation contre moi. Que seuls les auditeurs lui parlent, a répété l'avocat. Il en sera ainsi. Je suis rentré chez moi, j'ai terminé mes premières tâches à distance, et j'ai sauvegardé la correspondance. Damien s'attendait à un accès de colère, mais n'a obtenu en retour qu'une trace de ses propres ordres. Nous avons notre première anomalie, a déclaré l'auditeur. Quelques jours plus tard, nous discutions dans le bureau du fond, en compagnie de Gwen et de l'avocat externe. L'auditeur a montré les premières copies officielles des rapports. Les rapports d'Edison font état de réunions clients, a-t-il poursuivi. Ils sont accompagnés de factures pour des hôtels, des déplacements, des parkings, et des restaurants. Certaines de ces dépenses ont été approuvées par Damien. Qu'est-ce qui cloche? Pour plusieurs voyages, il n'y a pas de confirmation standard de la part du client. Dans les calendriers de l'entreprise, les réunions sont décrites de manière vague. Le cabinet d'expertise comptable externe a reçu les rapports complétés, et les a traités après l'approbation du PDG. Est-ce déjà une infraction? Pour l'instant, c'est juste une question, pas une infraction avérée. La chaîne était simple. Edison soumettait un rapport. Damien confirmait le but professionnel. Et la comptabilité remboursait les frais. Mais certaines de ces réunions n'avaient aucun résultat commercial. La notification de la banque commune sera-t-elle utile, ai-je demandé. Pour votre dossier familial, oui. Pour l'audit, j'ai besoin de registres obtenus officiellement. J'ai déjà envoyé les demandes. Tant que je n'aurai pas de réponse, je ne ferai pas de lien entre une chambre d'hôtel et une relation personnelle. C'est compris. Je savais très bien qui se trouvait dans cette chambre. Mais l'entreprise devait établir autre chose, qui avait payé le voyage, quel était le but déclaré, et si le client existait réellement. Il y a aussi des cadeaux et des restaurants, a ajouté l'auditeur, ainsi que des réunions distinctes, facturées comme du travail client. Je ne donnerai les montants totaux qu'après confirmation. Pour l'instant. Il est clair que la piste mène à un schéma d'approbation unique.
Edison soumet le rapport, et Damian l'approuve. Oui, mais pour tirer une conclusion rapide, nous devons comprendre exactement comment le PDG a donné l'instruction de traiter ces dépenses douteuses. L'avocat a feuilleté la copie d'un rapport. Ce n'est pas dans les ordres écrits. Ils sont rédigés proprement. La formulation est générale. Mais, la secrétaire générale a bien vu quel document arrivait sans confirmation, et qui exigeait qu'il soit traité de toute urgence. J'ai immédiatement su de qui il parlait. Corliss. Je lui ai parlé au préalable, a répondu l'auditeur. Elle a confirmé avoir reçu des instructions verbales de Damian, à plusieurs reprises, et avoir transmis les rapports. Maintenant, nous avons besoin d'une déclaration écrite, rédigée sans pression, et signée par elle. Est-elle d'accord? L'auditeur n'a pas répondu tout de suite. Il a rassemblé les copies en une pile, et en a aligné les bords. Elle a demandé du temps. Après que je lui ai parlé, Damian l'a convoqué dans son bureau. Le silence s'est fait dans la pièce. Je me suis souvenu des doigts de Corliss sur le dossier, au bureau de la sécurité, et de sa voix prudente. La première trace des dépenses existait bel et bien. Elle menait des rapports d'Edison, aux approbations de Damian. Mais le raccourci vers la preuve dépendait désormais de la personne qui travaillait chaque jour, derrière la porte du PDG. Je ne signerai rien, a déclaré Corliss. Elle a poussé la feuille vers moi, comme si elle lui brûlait les doigts. Nous nous sommes retrouvés le mardi 1er septembre, dans une salle de conférence du bureau de l'auditeur externe. Sur la table reposait un dossier fermé, et une feuille contenant une brève explication. Corliss était censé confirmer que Damian avait exigé que certaines dépenses soient traitées comme des réunions clients, alors même qu'il n'y avait aucun client sur place. Elle ne cessait de regarder les stores fermés. Il y a 2 semaines, vous étiez prête à confirmer chaque mot, lui a rappelé l'auditeur. Nous avons consigné votre commentaire dans le procès-verbal de travail. Maintenant, on vous demande de vérifier le texte, et de ne le signer que si tout y est exact. Je n'avais pas réalisé jusqu'où cela irait, à l'époque. Damian m'a appelé dans son bureau vendredi. Sur la table, il y avait une liste d'employés à licencier, à la suite d'une révision des dépenses. Mon nom figurait en premier. A-t-il directement lié le licenciement à votre déclaration, a demandé l'auditeur. Il n'a rien dit de direct. Il a une autre façon de parler. Il m'a demandé si j'avais assez d'économies, au cas où je perdrais mon emploi avant la fin de l'année. Puis, il m'a rappelé que l'assurance maladie de mon mari passait par l'entreprise. C'était suffisant. Je savais que son mari suivait une longue rééducation après une opération. Corliss ne se plaignait jamais, mais elle avait quitté le travail plus tôt à quelques reprises, pour l'emmener chez le médecin. Damian avait choisi le point le plus douloureux, et avait appuyé dessus sans témoin. Nous pouvons mener toutes les conversations par l'intermédiaire d'avocats externes, ai-je dit. Et pouvez-vous me promettre que j'aurai toujours mon salaire, et mon assurance, à la fin du mois? Corliss m'a regardé. Pas dans 6 mois. Maintenant. Je n'ai pas menti. Non, je ne peux pas faire cette promesse. Alors je ne peux pas vous donner ma signature non plus. L'auditeur a tourné la feuille vers elle. Il ne s'agit que de ce que vous avez rapporté. Vous pouvez rayer toute inexactitude. Il ne s'agit pas d'inexactitude, a répondu doucement Corliss. Damian saura qui a parlé. Il n'y a qu'une seule secrétaire du conseil d'administration dans l'entreprise. Elle s'est levée, mais s'est attardée près de la porte. L'espace d'un instant, j'ai cru que Corliss allait revenir à la table. Au lieu de cela, elle a posé son badge à côté d'un verre, puis l'a immédiatement repris, pour le cacher dans son sac. Randall, vous croyez toujours que le papier est plus fort qu'une personne, a-t-elle dit. Mais il faut d'abord qu'une personne signe ce papier. Je suis désolé. La porte s'est fermée, sans claquer. L'auditeur a relu la déclaration non signée, et a tiré un trait sur la première page. Sans elle, nous ne pouvons pas prouver rapidement, qui exactement a donné l'ordre verbal, a-t-il dit. Nous voyons les dépenses, mais le lien avec Damian reposait, pour l'instant, sur ses paroles. Combien de temps avons-nous perdu? Si nous ne trouvons pas de confirmation indépendante, l'affaire pourrait s'arrêter là. J'ai regardé la chaise vide de Corliss. Pour la première fois depuis le début de l'audit, je ne regardais pas un nouveau document, mais une feuille qui ne prouvait plus rien. La voie rapide s'était achevée dans cette pièce. L'auditeur est parti faire une copie de ses notes de réunion,
et je me suis retrouvé seul. Une imprimante fonctionnait derrière le mur. Dans le couloir, quelqu'un se disputait au sujet d'une livraison. Ces bruits ordinaires rendaient cet échec encore plus pesant. J'avais compté sur la signature de Corliss, car elle connaissait les procédures internes, et ne s'était jamais écartée des règles auparavant. Il s'est avéré que j'avais parié tout ce raccourci sur une personne effrayée. Ça faisait mal, et pas seulement à cause de l'audit. Pendant 8 ans, j'avais considéré Edison comme une personne proche. Et puis j'ai appris avec quelle facilité, elle avait livré ce qu'elle savait de moi. À présent, une autre personne avait choisi la peur. Pendant quelques minutes, il m'a semblé que la prudence perdait toujours face à l'audace. Je me suis permis de rester assis en silence, mais pas plus longtemps qu'il ne m'a fallu pour boire un peu d'eau. Lorsque l'auditeur est revenu, j'avais déjà ouvert mon carnet. Nous avons fait une erreur, ai-je dit. Nous cherchions une personne pour confirmer des paroles. Nous devons chercher des registres, qui n'ont pas peur de perdre leur emploi. Nous avons demandé les documents bancaires, mais ils ne contiendront que des montants. Par conséquent, il nous faut les journaux du serveur. Et les papiers du cabinet d'expertise comptable externe. Pas ceux du bureau de Damian, ni ceux de notre réseau interne. Tout ce qui est stocké hors de son contrôle. L'auditeur a hoché la tête, et s'est assis en face de moi. Cela prendra plus de temps. Nous devrons demander chaque chaîne séparément, et croiser les heures. Faites-le. Nous ne toucherons plus à Corliss. Les demandes légales, au nom de l'actionnaire majoritaire, ont été préparées dans la soirée. Chaque copie devait parvenir à l'auditeur directement, en provenance de la banque, des prestataires de services, ou des clients. Cet itinéraire prenait plus de temps, mais Damian ne pouvait pas contrôler les sources. La première à répondre fut la banque, par laquelle l'entreprise payait les voyages d'affaires. Elle a envoyé la confirmation des transferts, les copies des factures, et les informations sur les bénéficiaires de l'argent. Les descriptions de paiement mentionnaient des hôtels, et des déplacements pour des réunions clients. Mais, plusieurs factures concernaient des week-ends, alors que le service commercial n'avait programmé aucune négociation. Plus important encore, les chambres étaient enregistrées au nom de Damian, ainsi que d'un second invité, le tout payé par l'entreprise. Le second invité n'est pas nommé, ai-je noté, en parcourant les copies avec l'auditeur. Et il n'a pas à l'être, a-t-il répondu. Pour l'audit, il y a plus important. Il n'y a pas eu de réunion d'affaires ces jours-là, mais la dépense a été traitée comme telle. La feuille de travail ne mentionnait pas la liaison. Elle indiquait seulement la date, le bénéficiaire, le montant, le rapport, et la présence ou l'absence d'une confirmation du client. Ensuite sont arrivés les journaux de sauvegarde, provenant du serveur de l'entreprise. Ils indiquaient quand un rapport avait été créé, qui avait modifié le motif du paiement, et depuis quel compte le document avait été envoyé à la comptabilité. Dans plusieurs cas, Edison avait effectué les modifications après l'approbation de Damian. Peut-être corrigeait-elle une erreur de travail, ai-je suggéré. Une seule entrée ne suffit pas, l'auditeur n'a pas contesté. C'est pourquoi nous ne tirons pas de conclusion, sur la base d'une seule entrée. Nous allons recouper avec le calendrier du service, et la confirmation du client. Nous avons demandé des confirmations, aux entreprises nommées dans les rapports. L'une d'elles a signalé qu'aucune négociation n'avait eu lieu ce jour-là. Une autre a confirmé un court appel vidéo, bien que les dépenses incluent un dîner et une nuit d'hôtel. Une troisième avait cessé de travailler avec nous, un mois avant le voyage spécifié. Ces réponses étaient indépendantes de mon divorce, et indépendantes de Damian. Le cabinet d'expertise comptable externe conservait les copies originales des rapports. À côté des mêmes montants, figuraient des hôtels, des bijouteries, et des restaurants, qui s'étaient plus tard transformés en dépenses professionnelles. Lors d'un voyage, il y avait bien eu une véritable réunion. Les auditeurs ont séparé la nuit de travail justifiée, de 2 nuits supplémentaires et de dîner. De cette façon, nous réduisons le montant total, ai-je fait remarquer. Mais il nous reste un montant dont nous pouvons répondre, a précisé l'auditeur. Nous n'avons pas besoin du chiffre le plus gros. Nous avons besoin du chiffre exact. Toutes les dépenses professionnelles confirmées ont été retirées du tableau. Ensuite, la société qui gérait les cartes d'entreprise a signalé que Damian avait personnellement augmenté le plafond, avant plusieurs voyages. Les sources se complétaient. La banque montrait le paiement. Le service de carte montrait la décision de Damian. Le serveur montrait la modification d'Edison. Et les clients, ainsi que le cabinet comptable,
confirmait l'absence de motif professionnel. C'est ce qui nous manquait, a-t-il dit. Pas un témoin, mais des registres indépendants. Damien dira que c'est juste un malentendu. Une fois, peut-être. Mais pas autant de fois, et pas dans la même séquence. L'auditeur a retracé cette chaîne pour chaque paiement restant. Désormais, le dossier ne contenait plus de suppositions, mais des registres concordants, provenant d'organisations indépendantes. Le mardi 15 septembre, nous avons commencé à calculer le total. L'auditeur a projeté un tableau simple sur le mur, et m'a demandé de vérifier les montants avec les copies papier. Nous n'avons pas précipité les choses. Une erreur de quelques euros seulement, aurait donné à Damien une raison de déclarer que l'audit entier n'était qu'une vendetta personnelle, menée par un mari lésé. Le premier groupe comprenait des hôtels et des voyages, qui n'étaient pas confirmés par des réunions clients. Selon les documents bancaires, cela s'élevait à 18 400 €. Le deuxième groupe comprenait des cadeaux et des restaurants, traités comme des frais de représentation. Cela représentait 9 600 €. Le troisième groupe consistait en de fausses réunions clients, des rapports modifiés, des négociations non confirmées, et des services que l'entreprise n'avait jamais reçus. Encore 14 000 €. L'auditeur a écrit les trois nombres au tableau, et les a additionnés. 42 000 € de dépenses d'entreprise douteuses, a-t-il annoncé. Tous les paiements sont confirmés par la banque. Toutes les descriptions ont été recoupées avec les rapports originaux. Et ce ne sont pas les 42 000 € qui se trouvent sur notre compte d'épargne conjoint, ai-je précisé. Seul le montant correspond. Je le noterai séparément dans le dossier, pour que personne ne confonde l'argent de l'entreprise, avec le partage de vos biens. Mais ce montant ne répondait qu'à la question de savoir combien avait été dépensé. Il n'expliquait pas pourquoi Edison avait modifié les lignes, ni pourquoi Damien avait pris ce risque, pour des dépenses qui n'étaient pas énormes pour lui. La réponse se trouvait non pas dans une facture, mais dans les enregistrements des entretiens menés par l'auditeur. Tout d'abord, il a invité Edison. Elle est venue avec un avocat, et a tenté de présenter ces modifications comme un travail de routine, sous la direction de son patron. Je n'étais pas présent à la réunion, de sorte qu'elle ne pouvait pas prétendre que je faisais pression sur elle. Plus tard, j'ai été autorisé à écouter un enregistrement approuvé, dans le bureau de l'avocat externe. Saviez-vous que les réunions spécifiées n'ont pas eu lieu, a demandé l'auditeur. Je me fiais à la décision du PDG, a répondu Edison. Il disait que les réunions étaient reportées, mais que les dépenses étaient toujours liées aux clients. Pourquoi avez-vous modifié des descriptions de paiement déjà approuvées? Pendant quelques secondes, on entendait sur l'enregistrement que le froissement du papier. Je suivais l'ordre du manager. Il m'avait dit qu'après la restructuration du service, il discuterait d'un nouveau poste avec moi. Son avocat a immédiatement demandé une pause. Edison n'a pas admis d'intention malveillante, mais elle a confirmé, à la fois l'ordre de Damien, et sa promesse de discuter d'un nouveau poste. Damien s'est présenté à son entretien 2 jours plus tard, accompagné de 2 avocats. Il a qualifié les dépenses de pratiques courantes, et a rejeté la responsabilité des modifications sur le service d'Edison. L'auditeur a placé les journaux du serveur devant lui, et lui a demandé pourquoi le compte de cette dernière ne modifiait les lignes, qu'après qu'il eut approuvé les paiements. Elle était responsable des relations clients, a répondu Damien. Cela faisait partie de son travail. Alors, pourquoi trouve-t-on des détails concernant les audits de Randall, ses prix, et ses contrôles, dans vos notes de travail? Cela n'a rien à voir avec les clients. L'un des avocats de Damien a demandé de ne pas mélanger différents sujets. Damien lui-même a tout de même répondu. Edison mentionnait parfois ce dont son mari était mécontent. Il est utile pour un manager de connaître à l'avance les problèmes dans les différents services. Lui avez-vous demandé de vous faire un rapport sur ce qu'il vérifiait exactement? Je n'ai donné aucun ordre écrit en ce sens. Il n'a pas fait d'aveu direct. Cependant, ces notes de travail contenaient des informations sur mes audits, qui n'avaient aucun lien avec le service client. Et, après ces approbations, Edison modifiait les descriptions de dépenses. Alors expliquez pourquoi les lignes douteuses ont été modifiées, après chacun de ces messages, a demandé l'auditeur. Cette fois, c'est l'un de ses avocats qui a répondu « Mon client n'interprétera pas des expressions conversationnelles, en dehors de leur sens général. » Damien ne répondait plus, sans avoir consulté ses avocats. Sa prudence ne prouvait pas sa culpabilité, mais elle ne réfutait pas non plus les registres concordants. Après les entretiens, l'auditeur m'a invité dans la salle de conférence.
il avait déjà débarrassé la table de tout ce qui concernait mon divorce, pour ne laisser que les documents de l'entreprise. Nous allons devoir séparer les conclusions, a-t-il dit. Les relations personnelles ne sont pas, en soi, l'affaire du conseil d'administration. Ce qui importe pour le conseil, c'est l'argent, les fausses déclarations, et l'utilisation d'informations internes. Rédigez-le ainsi, sans juger leurs relations. Edison a confirmé qu'elle avait modifié les désignations après les ordres de Damian, et qu'elle attendait un nouveau poste. Damian n'a expliqué ni les notes de travail sur vos audits, ni le lien entre ses approbations et ses modifications à elle. Le conseil prendra la décision finale, après que tous deux auront eu l'occasion de répondre par écrit. Il n'y aura donc pas de licenciement immédiat. Il ne devrait pas y en avoir. D'abord les documents, un délai pour une réponse, et des mesures temporaires si le conseil les juge nécessaires. Sinon, vous obtiendrez une belle opération de démolition, qui s'effondrera à la première contestation. Je ne voulais pas d'une démolition expéditive, même après tout ce qu'il m'avait fait. La procédure était la procédure. Ensuite, ils ont vérifié comment les documents avaient été compilés, des confirmations bancaires, aux journaux du serveur, en passant par les documents comptables originaux, et les réponses des clients. Pour chaque copie, la source et la date de réception étaient indiquées. La déclaration non signée de Corliss n'a pas été incluse comme preuve. Son nom ne figurait ni dans les conclusions, ni dans la chaîne des dépenses. Maintenant, le refus de la secrétaire ne remet pas en cause l'audit, a déclaré l'avocat. Mais, il ne doit pas non plus être caché. Les notes de travail indiqueront qu'une signature n'a pas pu être obtenue, et que les conclusions ont été tirées sans elle. Cela ne nuira pas à Corliss. Nous ne l'accusons pas. Et nous ne lui prêtons aucun propos. Le conseil ne verra que des documents indépendants. L'auditeur a assemblé le dossier final. Il contenait une brève explication de l'audit, le montant exact des dépenses douteuses, des copies de confirmation, et les enregistrements des entretiens avec les réponses d'Edison et de Damian. Une page séparée décrivait les étapes suivantes. Premièrement, remettre les documents à toutes les personnes concernées. Deuxièmement, accepter les réponses. Et seulement après, soumettre la question au conseil d'administration. Le dossier est prêt, a dit l'auditeur. Mais pour l'instant, il reste ici. J'ai regardé le fermoir, et je n'ai touché à rien. Jusqu'à ce moment-là, j'avais constamment attendu un nouvel obstacle. Une facture manquante, une date contestée, de nouvelles tentatives pour bloquer mon accès. Désormais, le travail était fait, mais l'étape suivante n'était pas encore arrivée. Quand pourrons-nous passer à l'étape suivante, ai-je demandé. L'avocat externe a vérifié son calendrier, et a rangé sa copie dans sa mallette, après une dernière vérification des annexes. Pas avant cette date. Nous vous ferons savoir quand les documents pourront être envoyés. J'ai accepté. Le dossier est resté chez l'auditeur, les réponses bancaires dans ses archives sécurisées, et les documents originaux au cabinet d'expertise comptable externe. Damian pouvait bien faire pression sur les employés à l'intérieur de l'entreprise, mais désormais, les preuves principales se trouvaient en dehors de ces murs. J'ai quitté la salle de conférence sans aucun dossier entre les mains. C'était mieux ainsi. Le vendredi, 80e jour, un court message de la secrétaire générale est apparu sur mon téléphone, les documents ont été envoyés à tous les membres du conseil, ainsi qu'à Damian. Je me suis assis à la table de la cuisine, et j'ai regardé ces quelques mots bien plus longtemps que nécessaire. Il restait exactement 10 jours avant la réunion. Pour la première fois dans toute cette affaire, un coup avait été joué ouvertement. Et à présent, tous ceux qui devaient prendre une décision, étaient au courant. Quelques minutes plus tard, l'avocat externe de l'entreprise m'a appelé. Il parlait calmement, et ne précipitait rien. Corliss a envoyé la notification aux adresses officielles, a-t-il dit. Tout le monde a reçu le dossier d'audit, et l'ordre du jour de la réunion. Une lettre séparée a été envoyée à Damian. Elle lui donne le droit de fournir une réponse écrite, et de présenter ses documents. La date limite est la même. Avant le début de la réunion. Nous ne lui refuserons pas la possibilité de se défendre. L'avocat m'a fait suivre la confirmation de distribution. Damian, et les membres du conseil, ont reçu les lettres le même jour. Personne ne pourrait donc dire que les documents étaient apparus sur la table de façon soudaine. A-t-il déjà appelé, ai-je demandé. 2 fois, a répondu l'avocat. D'abord, il a exigé l'annulation de la réunion. Ensuite, il a exigé que l'audit soit déclaré partial.
Et qu'avez-vous répondu? Que son objection serait jointe au document. Et, je lui ai demandé d'envoyer des preuves pour chaque dépense. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire. Damian avait l'habitude qu'une objection, prononcée d'une voix forte, remplace les preuves. À présent, face à lui, se trouvait un dossier d'audit clos. Les hôtels, les cadeaux, les restaurants, et les fausses réunions clients, n'y étaient pas liés par les mots de quelqu'un, mais par des registres bancaires et de services. Un tel dossier ne pouvait être rejeté d'un simple ordre. Le soir même, Corliss ne m'a envoyé qu'une confirmation professionnelle. Elle ne s'est pas excusée, et n'a pas essayé d'expliquer sa peur précédente. Elle a écrit que la notification était consignée dans le registre de l'entreprise. Les documents étaient sauvegardés sans modification, et la réponse de Damian serait acceptée avant la réunion. J'ai répondu par 2 mots, merci, bien reçu. J'ai eu envie de lui demander s'il faisait à nouveau pression sur elle, mais je me suis abstenu. Après tout ce qui s'était passé, Corliss avait le droit de ne parler que de ce qu'elle jugeait nécessaire. D'ailleurs, la procédure elle-même la protégeait désormais. Des copies se trouvaient déjà entre les mains de plusieurs personnes, et la disparition d'une lettre n'aurait rien changé. Le samedi, Damian a envoyé sa première réponse. Elle m'a été transmise en tant qu'actionnaire majoritaire. Il insistait sur le but professionnel des dépenses, bien qu'il n'ait joint aucun contrat ni lettre de client. Il a mentionné Edison une fois. Selon sa version, en tant que manager, elle accompagnait des négociations importantes. L'annexe ne contenait pas la moindre lettre de client, pas le moindre contrat, et pas la moindre confirmation de réunion. Il n'y avait que ses propres ordres, rédigés après que les dépenses eurent été engagées. J'ai appelé l'avocat. Est-ce que cela compte comme une réponse, ai-je demandé. Ça compte, a-t-il dit. Ça n'en fait pas une réponse solide, mais le conseil a l'obligation de l'avoir. Qu'il voit tout. Il a marqué une brève pause. Damian demande également de vous interdire de participer à la réunion, en raison d'un conflit personnel. Je ne suis même pas encore membre du conseil. Exactement. Ainsi, la question de votre nomination sera d'abord résolue. Ce n'est qu'ensuite que le conseil déterminera qui dirigera la réunion. Une participation majoritaire ne suffit pas pour s'autoproclamer président. Dans les éditions ultérieures de sa défense, Damian s'est embrouillé. Mais les registres indépendants montraient une autre réalité. Le conseil a reçu toutes les versions, sans mes annotations. Edison ne m'a pas appelé une seule fois. Un message m'est parvenu d'elle, « Essaies-tu de nous détruire à cause du divorce ?» Je l'ai lu, et j'ai posé le téléphone face contre table. Je n'avais pas le droit de lui parler de l'audit de l'entreprise, et je ne voulais plus discuter de notre mariage. Notre divorce suivait sa propre voie. Et Sénat veillait à ce qu'il ne soit pas mélangé avec les actions, ou avec l'audit. Pendant le week-end, 2 membres du conseil d'administration m'ont appelé. Le premier a demandé sans détour, « Si vous êtes nommé, licencierez-vous Damian dès la première réunion ?» Non. Lors de la prochaine réunion, ces explications seront examinées. Si nécessaire, des mesures temporaires seront introduites. Le second s'inquiétait du fait que je n'avais jamais dirigé d'entreprise. Je n'ai pas l'intention de prendre la place du PDG, ai-je répondu. Le président doit mener la réunion selon les règles, et ne pas laisser Damian étouffer l'audit. Un manager de transition expérimenté pourra être nommé pour les opérations quotidiennes. Personne ne m'a promis son vote. Mais tous deux ont déclaré qu'après des mois de pression, le conseil avait besoin d'un président indépendant de Damian, et qui n'exigeait pas une démolition immédiate. Le dimanche, 89e jour, à mon arrivée au bureau de la gestionnaire du fonds, l'avocat externe m'attendait déjà. Sur la table reposait la résolution écrite de l'actionnaire majoritaire. Après l'enregistrement du mois d'août, le nom du propriétaire n'était plus caché derrière le fonds familial. Gwen a poussé le document vers moi. Ce n'est que l'autorité, qui a été vérifiée par les statuts, a-t-elle déclaré. Vous, en tant que propriétaire de la participation majoritaire, nommez Forum membre du conseil d'administration. La décision prend effet avant la réunion de demain. Et le président, ai-je demandé, bien que je connaisse déjà la réponse. Le conseil élit le président, a répondu l'avocat. S'il n'y a pas assez de votes, vous resterez membre du conseil, et participerez à la discussion sur un pied d'égalité. J'ai passé le document en revue une nouvelle fois. Il ne mentionnait aucunement le licenciement de Damian, ni la punition d'Edison, ni ma future place en bout de table.
Il s'agissait uniquement de la nomination au conseil, conformément à la règle de la résolution écrite par l'actionnaire majoritaire. Je l'ai signée, et je l'ai remis à l'avocat. Corliss a reçu la résolution le jour même, a vérifié la signature, et a consigné le document dans les registres de l'entreprise. Dans la soirée, elle m'a informé que mon badge de travail était de nouveau actif. Et, que le lendemain matin, je pourrais entrer par l'accès habituel. Un peu plus de 2 mois auparavant, Damien avait décidé de m'effacer de l'entreprise, d'un simple clic. Désormais, mon retour était officialisé, sans aucun abus de pouvoir. J'ai préparé un costume d'affaires sombre, et une chemise blanche. Je n'avais pas de nouvelles montres, de boutons de manchette onéreux, ni aucun autre signe de richesse soudaine. Dans mon sac de travail, j'ai mis mes documents, mon badge habituel, et le stylo noir que j'avais autrefois utilisé pour signer le dossier gris. Ce stylo n'était qu'un objet, mais je ne l'avais pas jeté. Le lundi 26 octobre, cela faisait très exactement 90 jours civils, depuis la matinée où j'avais reçu la confirmation de l'héritage. Je suis entré dans le bâtiment par l'entrée principale, et j'ai passé mon badge sur le lecteur. Un voyant vert s'est allumé. L'employé au comptoir a regardé l'écran, puis m'a regardé, mais n'a posé aucune question. Corliss m'attendait près de l'ascenseur, tenant un fin dossier de procès-verbaux entre ses mains. L'accès est complètement rétabli, a-t-elle dit. La réunion commencera à l'heure. Tous les membres du conseil sont déjà arrivés. Damien aussi? Il est dans la salle. Edison l'a accompagné, en tant que chef de service, et auteur de certains rapports. Elle n'a été invitée que pour la discussion sur les dépenses. Nous sommes montés au bon étage. Corliss marchait un demi-pas en avant, et a vérifié ses papiers 2 fois en cours de route. Elle s'est arrêtée devant la porte. Je vais d'abord consigner votre nomination dans le procès-verbal, a-t-elle dit doucement. Ensuite, le conseil passera à l'élection d'un président. D'ici là, je dirige la réunion, mais uniquement dans le cadre des procédures d'ouverture. C'est ce que nous allons faire. Corliss a ouvert la porte. Il y avait une longue table dans la pièce. Autour d'elle, des chaises de bureau ordinaires, et des documents étaient disposés devant chaque participant. Damien était assis plutôt vers le milieu. Il portait le même costume gris familier, sans cravate. Edison se tenait près du mur, vêtu d'un chemisier clair et d'un pantalon sombre. Elle m'a vu la première, et s'est immédiatement redressée. Damien a tourné la tête. L'espace d'une seconde, un sourire narquois familier est apparu sur son visage, mais s'est rapidement évanoui. Il a remarqué que Corliss ne me guidait pas vers un siège réservé aux invités. Elle a tiré une chaise à la table, et a placé une copie de la résolution écrite devant lui. « Qu'est-ce que cela signifie ?» a demandé Damien. Corliss s'est assise à sa place, et a allumé l'enregistreur pour le procès-verbal. Il s'agit de la nomination d'un nouveau membre du conseil, reçu du propriétaire enregistré de 56% des actions avec droit de vote. Edison a regardé le document, puis elle m'a regardé. Elle n'a pas blêmi tout de suite. Au début, elle semblait chercher une explication familière, qui aurait remis chaque chose à sa place. « Qui est le propriétaire ?» a-t-elle demandé. « C'est moi », ai-je répondu. Le silence est retombé sur la pièce. Damien a pris la copie de la résolution, a rapidement parcouru la première page, et l'a reposée brusquement. « C'est une vendetta personnelle », a-t-il déclaré. « Il divorce de mon employé, et il m'en veut. Il ne peut pas participer. » Votre objection a été reçue, et incluse dans les documents, a énoncé Corliss d'un ton neutre. L'avocat externe a confirmé la validité de la nomination. À présent, le conseil doit élire un président pour la réunion. Un des membres du conseil a demandé la parole. Il a déclaré qu'après l'enregistrement d'un nouveau propriétaire, et la réception d'un audit, l'entreprise avait besoin d'un président qui ne dépende pas de l'actuel PDG. Ensuite, il m'a nominé. Un autre membre a appuyé la motion. Damien s'est penché en avant. Comprenez-vous au moins qui vous choisissez? Il travaillait aux approvisionnements. Il n'a jamais dirigé d'entreprise. C'est exactement pour cela que je sais comment l'entreprise paie de vraies fournitures, ai-je répliqué. Mais ce n'est pas à moi de décider pour l'instant. Laissons le conseil voter. Corliss a répété la motion, et a demandé de procéder à un vote à main levée. Je n'ai pas voté pour moi-même. Une majorité des membres du conseil a soutenu ma candidature, et la secrétaire générale a annoncé que la décision était adoptée.
C'est seulement à ce moment-là, que je me suis déplacé pour m'installer en bout de table. Edison se tenait toujours près du mur. Elle ne me regardait pas. Elle fixait la place qu'occupait Damian. C'est sans doute à cet instant qu'elle a réalisé que la position au placé qu'on lui avait promise, dépendait d'un homme qui ne pouvait même plus contrôler le déroulement de cette réunion. J'ai sorti le dossier de l'audit, je l'ai ouvert, et j'ai posé ma paume à côté de la première page. Commençons par l'ordre du jour, ai-je dit. Corliss a appelé l'auditeur externe. Il n'a pas lancé d'accusations bruyantes, et n'a pas parlé de notre divorce. Il a montré la chaîne des dépenses de l'entreprise, les hôtels, les voyages, les cadeaux, les restaurants, ainsi que les réunions clients qui n'avaient jamais vraiment eu lieu. Le montant total des dépenses douteuses s'élevait à 42 000 €. Corliss a consigné ce montant dans le procès-verbal. Ensuite, l'auditeur a expliqué quels registres provenaient de la banque, lesquels avaient été sauvegardés sur le serveur de l'entreprise, et ce que le cabinet d'expertise comptable externe avait confirmé. Damian l'a interrompu à mi-chemin. J'avais le droit d'approuver des frais de représentation. Le droit d'approuver ne rend pas un faux rapport correct. L'un des membres du conseil a pris la parole, ces voyages ont profité à l'entreprise. Nommez le client. Je l'exige. Le conseil a déjà reçu votre réponse. Elle contient 3 explications différentes pour un seul voyage. Vous pouvez en choisir une maintenant, et la confirmer. Damian a regardé Edison. Elle tenait une copie du rapport devant elle, comme si le papier pouvait la protéger de la pièce entière. C'est elle qui a préparé les documents, a-t-il lâché sèchement. Je me fiais à la responsable des relations clients. Edison a levé brusquement la tête. Tu as toi-même dit que tout était approuvé. Ne vous interrompez pas mutuellement. Je les ai arrêtés. Chacun de vous aura l'occasion de répondre séparément. Corliss a consigné cette exigence dans le procès-verbal. Je n'avais pas besoin d'obtenir des aveux. Leurs paroles ne pouvaient plus remplacer les registres, mais le conseil devait entendre les 2 parties. Edison a expliqué qu'elle traitait les réunions sous la direction du PDG. Lorsqu'on l'a interrogée sur les clients, elle a nommé 2 entreprises. Or, les documents contenaient les réponses de ces mêmes entreprises, aucune négociation n'avait eu lieu les jours indiqués. Damian a qualifié l'audit de vengeance personnelle de ma part. L'avocat de l'entreprise lui a rappelé que l'audit avait été réalisé par des spécialistes indépendants, et que Damian avait reçu les documents 10 jours plus tôt. Ces réponses écrites avaient été jointes sans aucune modification. Allez-vous me licencier là, tout de suite, a demandé Damian, en s'adressant directement à moi. Non, ai-je répondu. Aujourd'hui, le conseil ne décide que de la question d'une suspension temporaire, pendant la période d'examen. Une décision finale sera prise après la vérification de vos réponses, et des autres documents. Il ne s'attendait clairement pas à ces mots. Il s'était probablement préparé à gagner, ou à faire une scène, face à un licenciement immédiat. Je ne lui ai offert ni l'un, ni l'autre. J'ai confié la direction de ce point à l'ordre du jour à un autre membre du conseil. Ainsi, mon implication personnelle ne serait pas la seule base de la décision. La discussion s'est poursuivie sans Edison, ni Damian. On leur a demandé de patienter dans la pièce voisine, pendant que le conseil vérifiait quels pouvoirs devaient être temporairement transférés, et comment maintenir les opérations de l'entreprise. Corliss a continué à prendre le procès-verbal, et à noter chaque objection. Certains membres voulaient en finir d'un coup. L'avocat externe a rappelé qu'un licenciement définitif sans achever l'examen des faits créerait un litige inutile. Je l'ai soutenu. Nous avons les faits, ai-je dit. Cela signifie que nous n'avons pas besoin de nous précipiter, et de violer nos propres procédures. Corliss a annoncé les résultats du vote. Damian était temporairement suspendu de ses fonctions, et ne contrôlait plus l'argent de l'entreprise. Il pouvait toujours soumettre des explications. Et, le conseil examinait séparément les actions qui lui avaient été promises, ainsi que les rapports du service d'Edison. Lorsque Damian a été invité à revenir, Corliss a annoncé la décision. Il a écouté en silence, tapotant du doigt sur le bord de la table. Ce n'est pas encore un licenciement, a-t-il redemandé. Non, a répondu Corliss. C'est une suspension temporaire, en attendant la décision finale du conseil. Il m'a regardé. Tu crois avoir gagné? Je crois que l'audit doit être mené à son terme, ai-je rétorqué. Edison est sorti la première. Damian s'est attardé sur le pas de la porte, comme s'il attendait que j'ajoute quelque chose d'insultant.
Je n'ai rien ajouté. Après son départ, Corliss a placé le procès-verbal devant moi. Je l'ai signé avec ce même stylo noir, et je le lui ai rendu. Le travail de l'entreprise ne s'est pas arrêté. Les fonctions de Damian ont été temporairement transférées à un autre cadre, et le conseil a examiné ces nouvelles objections. Aucune d'entre elles n'a permis de résoudre l'anomalie. Une fois l'examen terminé, le conseil s'est réuni à nouveau. Cette fois, Damian savait que la décision serait définitive. On lui a donné l'occasion de s'exprimer. L'avocat a lu les conclusions, et ce n'est qu'ensuite que le vote a commencé. Le conseil l'a renvoyé de son poste de PDG, pour manquement à ses devoirs, et rapports inexacts. Le lot d'actions qui lui avait été promis a été annulé, car les conditions de son émission n'avaient pas été remplies. La décision concernant Edison a été prise séparément. L'audit a démontré qu'elle ne s'était pas contentée de suivre des ordres, mais qu'elle avait personnellement signé de faux rapports sur des réunions clients. Après sa réponse, le conseil lui a interdit d'approuver des dépenses, et l'a rétrogradé à un poste d'employé de base, sous la supervision d'un autre manager. Les avocats se sont également vus confier le calcul des dépenses personnelles, qu'elle devait rembourser à l'entreprise. Edison a refusé de travailler, sans le poste au placé qui lui avait été promis. Elle a fini par présenter sa propre démission. Il me suffisait de savoir que le statut pour lequel elle avait détruit notre mariage s'était avéré être la seule condition sans laquelle elle ne souhaitait pas rester. Le mercredi 25 novembre a marqué l'arrivée du 120e jour. À cette date, le délai d'attente obligatoire pour le divorce d'un couple sans enfant s'était écoulé. Le tribunal a approuvé notre accord. Je suis allé voir Sénat pour récupérer une copie de la décision. Le tribunal n'a rien modifié, a indiqué l'avocate, en me tendant les papiers. Le compte d'épargne conjoint est divisé à parts égales. 21 000 € pour vous, la même chose pour Edison. La maison vous reste. Vous l'aviez achetée 2 ans avant le mariage, et Edison a renoncé par écrit à toute compensation potentielle pour la maison. En échange de la division convenue des fonds communs. Votre pick-up, acquis avant le mariage, vous appartient également. Sénat a tourné la page. La berline reste à Edison. Vous avez déjà divisé les biens du ménage, d'un commun accord. Votre part prénuptiale du compte de retraite, et l'héritage ne sont pas divisés. Les actions n'ont pas été mélangées avec des fonds communs. Il n'y a donc aucun motif pour les considérer comme des biens matrimoniaux. J'ai rangé le dossier gris, contenant l'accord approuvé, dans le placard de la maison. Pas comme un souvenir, mais parce que les documents sont censés être conservés. 8 ans de mariage s'étaient achevés, non pas par des cris dans le couloir, ou de bruyantes promesses d'avenir commun. Ils s'étaient achevés par la signature d'un juge, et par des lignes précises établissant qui possédait quoi. Quelques jours plus tard, Corliss est resté tard, après une énième réunion du conseil, pour terminer le procès-verbal. Quand les autres sont partis, elle a fermé son dossier de travail, et s'est approchée de moi. « Puis-je dire quelque chose en off ?» a-t-elle demandé. « Bien sûr. » Elle a fait une pause, choisissant ses mots. « Ce lundi-là, je ne vous regardais pas. Je les regardais, eux. » Damian est entré dans la pièce plein d'assurance, car il pensait pouvoir encore tout décider d'un seul ordre. Edison est resté près de lui, comme si son fauteuil faisait déjà partie de son avenir. Je n'ai pas répondu, et Corliss a poursuivi, « Quand j'ai placé la résolution devant vous, Damian a d'abord cherché quelqu'un sur qui faire pression. Puis, il s'est rendu compte que tout le monde avait déjà les documents. Edison a regardé son siège à lui. Elle semblait compter combien de promesses s'étaient envolées en 1 minute. Ils ont tous les deux pâli. Et pas à cause de l'argent. Ils ont compris qu'ils ne contrôlaient plus les décisions des autres. « Et qu'avez-vous vu en moi ?» ai-je demandé. Corliss a légèrement haussé les épaules. « Vous ne les regardiez pas. Vous vérifiez l'ordre du jour. » J'ai souri, et j'ai empilé les procès-verbaux. Je ne voulais pas célébrer la chute de quelqu'un d'autre. J'avais besoin de rétablir un ordre normal, et de m'assurer que les cadres ne confondent pas leurs caprices personnels, avec le pouvoir sur l'entreprise. La maison est devenue plus silencieuse le soir. Mais, ce silence ne m'effrayait pas. Je ne cherchais pas une nouvelle femme, et je n'essayais de prouver à personne que j'étais déjà heureux. J'avais 41 ans. J'avais toujours mon travail, ma maison, mais bien honnêtement préservés. Et, j'avais suffisamment de choses à faire, pour commencer ma journée sans regarder vers le passé.